Bonjour et bienvenue au nouveau studio Air & Cosmos dans lequel nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Nicolas Decaux du Clartan Associés. Il travaille, il est consultant, on l'a déjà vu une première fois et on va parler aujourd'hui de l'industrie de défense, c'est ça? Bonjour Xavier, ouais. Alors déjà, qu'est-ce que ça représente l'industrie de défense? Alors l'industrie de défense dans le monde, si on prend l'économie mondiale, pour regarder les grands chiffres, l'économie mondiale c'est un peu plus de 100 000 milliards de dollars, on compte, on dit en trillions, donc un peu plus de 100 trillions. L'industrie de défense c'est à peu près 2%, donc un peu plus de 2 trillions, un peu plus de 2000 milliards de dollars. Et ça c'est le marché de l'industrie ou c'est vraiment global défense? Ça c'est les budgets de la défense de tous les États dans le monde. Donc les États dans le monde dépensent à peu près 2% de leur économie dans la défense. Les États-Unis c'est plutôt 3,5%, donc ils font à peu près 40% des dépenses militaires mondiales. Voilà, et tout le reste, on est autour de 2 et parfois en dessous de 2. Et quelle est la part de ce montant qui est dédié aux équipements? Alors les équipements, en général, dans un budget de la défense normal, c'est à peu près 30% du budget de la défense. En gros, ça se décompose en 4 gros segments. Les équipements, 30%, les dépenses de personnel, à peu près 40%. Ensuite, les infrastructures, c'est souvent 15 à 20%. Et ensuite, tout ce qui est consommable, l'essence, les munitions, etc., c'est de l'ordre de 10 à 15%. Donc là, la grande news, c'est que la France est passée deuxième exportateur d'armes dans le monde. Il a donc dépassé la Russie depuis quelques années. Qu'est-ce que c'est les grands pays exportateurs déjà? Alors les grands pays exportateurs dans le monde, d'abord le premier gros exportateur, ce sont les États-Unis qui ont en grosso modo 40% du marché et qui vont aller vers 50% du marché à cause d'un carnet de commandes absolument gigantesque. Ensuite, il y avait les Russes qui étaient le deuxième exportateur historiquement, l'URSS puis la Russie, qui avaient jusqu'à 30% de part de marché et là qui ont descendu, qui sont en dessous de 10% aujourd'hui. Et la France a à peu près une dizaine de pourcents de part de marché en ce moment. Et ensuite, il y a divers pays européens, il y a la Corée du Sud qui est en train de monter en puissance. Mais voilà, les États-Unis loin devant tout le monde, les Russes qui ont vraiment beaucoup baissé, et puis des pays européens et la Corée du Sud. Mais sur ces 600 milliards qui sont de l'équipement, quelle est la proportion qui va à l'export? Alors la proportion du marché export dans le marché de l'équipement, c'est de l'ordre de 15 à 20%. D'après CIPRI, qui est une agence qui fait que ça, qui regarde tous les contrats d'export et d'import de matériel militaire, aujourd'hui c'est à peu près 120 milliards de dollars par an. Ce qui est déjà pas mal. Et quels sont les pays, les premiers importateurs? Alors les pays importateurs, le premier importateur c'est l'Inde, à peu près 10%. Il y a beaucoup de pays importateurs dans le monde, donc l'Inde à peu près 10%, l'Arabie Saoudite ça doit être 10%, le Qatar ça doit être une dizaine de pourcents, et ensuite on a toute une ribambelle de pays au Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Afrique c'est relativement modeste, mais il y a quelques importateurs africains, l'Égypte, l'Algérie, même le Maroc. On va se focaliser du coup sur les principaux. Les États-Unis, quand tu regardes les grandes manœuvres, tu dis qu'ils étaient en train d'être encore plus dominants, qu'ils prenaient encore plus de parts de marché. Qu'est-ce que tu observes? Alors ce qu'on observe, puisqu'il y a des chiffres qui sont sortis assez récemment de CIPRI, qui est vraiment l'agence qui fait foi dans ce domaine, on observe une explosion de leur carnet de commandes depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc pour donner une idée, CIPRI compte en TIV, en Trend Indicator Value. L'avantage c'est qu'il normalise pour l'inflation, enfin c'est assez bien comme unité de mesure. Le marché total, ça faisait à peu près 30 000 TIV, le marché des exports. Donc en gros, 1000 TIV, ça fait à peu près 4 milliards, juste pour situer les ordres de grandeur. Et les États-Unis étaient autour de 10 à 12 000 TIV par an en export et en commande. Et là, les 2 dernières années, ils sont à 22 000 TIV de nouvelles commandes. Voilà. Et donc, ils vont probablement aller vers quasiment 20 000 TIV dans les années qui viennent. Voilà. Ensuite, les autres pays, la France, on est plutôt à 2-3 000 TIV par an en produits et en commandés. Et puis après, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, on est autour de 1000 à 2000 TIV et les Russes, on est passé en dessous de 2000 TIV. Mais en 2012, on était à 8000 TIV. Donc il y a une grosse chute. Qu'est-ce qu'ils vendent les Américains? C'est quoi leur point fort? Alors le gros point fort des Américains, c'est d'abord et avant tout l'aérien. Oui. Et ce qu'ils vendent le plus dans l'aérien, c'est d'abord et avant tout le F-35, oui, qui a été fait pour. Donc le F-35, ils en ont produit à peu près 1000 aujourd'hui, 3/4 pour eux-mêmes, à peu près 750 pour la Navy et l'US Air Force, et il y en a 250 qui ont été exportés. En fait, le programme a été conçu avec un certain nombre de pays partenaires qui donc achètent ces F-35, la Grande-Bretagne, le Japon, etc. Donc ils ont vendu 250 F-35 et puis il y en a pas mal dans le carnet de commandes. Ils vont en produire encore pour ces pays-là. Et ensuite,
Ensuite, alors dans l'aérien, ils vendent aussi des avions de transport, des choses comme ça, mais il y a des plateformes, leurs meilleures plateformes, par exemple les bombardiers stratégiques, le B2, puis plus tard le B21, ça ils ne le vendent pas, le F-22, ils ne l'ont jamais vendu. Ensuite, sur la partie terrestre, ils ont pas mal de matériel terrestre qui sont assez compétitifs, notamment le Abrams, par exemple, mais maintenant ils vendent aussi du HIMARS. Enfin, ils ont tout un tas de matériel terrestre qui se vendent très bien. Le matériel qui a été prouvé en Ukraine, là aussi, voilà, ils ont du retour de vente. Ils vendent aussi des munitions, donc toutes sortes de missiles, des Tomahawk. Donc terrestre, aérien, c'est un peu les champions. Là où ils sont plus faibles, c'est dans la partie maritime. Partie navale, parce qu'ils ont la plus grosse marine au monde, avec les plus gros bateaux, mais c'est pensé et dimensionné pour la marine américaine, et du coup, c'est assez difficile à vendre. Assez difficile de vendre un porte-avions nucléaire, parce qu'il y a assez peu de pays qui veulent des porte-avions nucléaires, et ensuite, il y aurait des problèmes de droit international. Idem pour les sous-marins nucléaires. Leurs destroyers, leurs frégates sont très grosses, donc elles sont beaucoup plus grosses que les frégates européennes, et donc du coup, les clients, en général, n'ont pas besoin de bateaux pour faire de la supériorité navale comme les Américains, donc ça se vend moins bien. Et puis ils ont aussi leur industrie maritime civile qui s'est vraiment nécrosée, je dirais, depuis plusieurs décennies. Donc ils ont un peu du mal, même pour eux-mêmes, à produire des bateaux. Voilà, donc les Américains, c'est les maîtres dans l'aérien et très très bons dans le terrestre. Alors, tu as parlé des différents systèmes, il y en a certains qui sont compétitifs, on peut le dire, il y en a certains où les Américains arrivent à imposer leur vente, je pense au F-35, où il y a un certain nombre de clients qui n'ont pas le choix, que ce soit Israël, le Japon, les pays qui ont le vecteur nucléaire, des pays comme la Grande-Bretagne qui veulent un avion qui décolle de leur porte-aéronef. Mais au final, est-ce que, déjà, quelle est la part de la production industrielle qui est pour le marché américain et quelle est la part qui est exportée? Alors, si on regarde le budget américain d'équipement, c'est de l'ordre de 300 milliards de dollars pour armer les forces armées américaines. Et l'export, aujourd'hui, c'est donc 40%, c'est de 40 à 50 milliards de dollars, donc environ 15%, mais avec leur carnet de commandes, comme je disais tout à l'heure, vu qu'ils ont un carnet de commandes en explosion, ça va augmenter. En ce moment, tout augmente. Les budgets de la défense augmentent, les exports augmentent, donc je dirais qu'on est autour de 20 et on va peut-être arriver à 25%, voilà, ce qui est significatif. C'est pas énorme, mais c'est significatif. Et le coût unitaire des matériels, est-ce qu'on voit une évolution? Parce qu'à force d'en vendre toujours plus, peut-être par rapport à nous, on stagne en volume, mais est-ce qu'il y aura un effet prix qui va s'ajouter à l'effet qualité? Il y a plusieurs effets. Un, en fait, quand on regarde le budget d'équipement, pour concevoir un matériel, il y a des grosses dépenses de recherche et développement et même d'investissement dans les usines. Donc ça, c'est des dépenses, je dirais, d'investissement ex ante qu'on est obligé de faire pour un programme. Ensuite, la deuxième chose, c'est que dans l'aérien notamment, il y a une courbe d'apprentissage et la règle que les économistes ont en tête, c'est que quand on double la production du nombre d'avions, c'est-à-dire à chaque fois qu'on produit 2 fois plus d'avions, on fait baisser le coût unitaire juste de production de 15%. Et donc ça augmente encore les économies. Et si on prend le F-35 par exemple, qui aujourd'hui, donc on en a produit 1000 et il y en a encore 2500 en commande, donc on va à la fin, ils vont en produire entre 3000 et 4000. Eh bien, au 4 millième, si on applique ces ABAC, on va arriver à un coût unitaire qui va être de l'ordre de 30 à 40 millions de dollars par unité, ce qui est... au lieu de 80 aujourd'hui, à peu près. Au lieu de 80 aujourd'hui. Et donc, ils vont le vendre à, disons, à 100 ou à 80. Ils vont faire un bénéfice assez important. Et après, soit ils peuvent le réinvestir dans la R&D, soit ils peuvent baisser le prix pour les clients. Mais donc, il y a un énorme effet. On ne pourra pas faire ça avec le Rafale. Si on regarde maintenant l'autre pays majeur historique, tu parlais de la Russie qui représentait 30% du marché de l'armement, qui est maintenant descendu à 5. Est-ce que c'est juste conjoncturel à cause de la guerre en Ukraine ou il y a vraiment une baisse structurelle depuis des années? Alors, je pense que c'est complètement structurel. Si on prend la Russie, donc si on revient historiquement, la Russie était une grande puissance militaire, elle l'hérite de l'Union soviétique. Et donc là, avec les Américains, ils faisaient à peu près la moitié des exports pendant toute la guerre froide. Il y a eu une grosse chute au moment des années 90 avec la chute du mur. À ce moment-là, les budgets ont été complètement coupés. Il y a eu un problème de chaîne d'approvisionnement puisque l'intégration avec des pays comme l'Ukraine et la Biélorussie ça a morcelé, je dirais, le système. Au début des années 2000, il y a eu une reprise en main du système au début des années Poutine, notamment ils ont tout consolidé et ce qui a donné naissance à Rostec, qui est leur espèce de géant aéronautique. Et ils sont arrivés à une situation au début des années 2010 où ils avaient une trentaine de % du marché et ils vendaient bien leurs avions, notamment le
Sukhoi 30 MK qui s'est bien vendu, et ils étaient très dominants dans le marché des missiles antiaériens, solaires, SAM, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que tout ça, c'était l'héritage quand même des technologies soviétiques qu'ils pouvaient exploiter pour réussir à continuer à vendre. Alors, il y C'était avait pas des nouveaux systèmes russes quand même. Alors, il y avait l'héritage de l'Union soviétique qu'ils ont amélioré, et puis ils ont aussi introduit des nouveaux systèmes dont ils ont dit qu'ils allaient être aussi bien que les systèmes américains, des chasseurs de 5e génération, donc ça c'est plus récent, le Sukhoi 57, le char, le T-14, il y avait le missile Kinzhal, toutes ces choses-là, ils affichaient en tout cas une ambition d'avoir des matériels qui étaient au niveau des matériels occidentaux. Voilà. Et on s'aperçoit aujourd'hui que, en fait, avec la guerre en Ukraine, le Sukhoi 57 et le T-14, on ne les a pas vus. Oui. Donc, je pense que quand il y a une guerre comme la guerre en Ukraine, qu'on est la Russie, si on ne voit pas le matériel sur le champ de bataille, en fait, ça veut dire que soit il n'existe pas, soit il est inefficace. Enfin, en tout cas, si on veut que ça se vende, il faut aller le montrer sur le champ de bataille. Celui qu'on a vu, c'est le Kinjal, mais il a été intercepté relativement facilement par les Patriotes, il semble. Donc, on ne peut pas dire que ça a été très probant ce qui s'est passé sur le champ de bataille. D'après la Russie, ils ont détruit déjà une dizaine de fois la totalité de tous les systèmes patriotes américains, donc on se doute qu'il y en a un des deux qui ment. Ouais. Oui, puis surtout que les systèmes patriotes travaillent encore. Donc, bien sûr, voilà. La preuve. Et alors, dans l'anti-aérien, là, je crois que c'est un peu l'inverse d'une démonstration de force, puisque, comme tu le dis assez souvent, le S-400 s'est révélé être beaucoup moins efficace que ce qu'on pensait, ou en tout cas ce qui était vendu. Et puis, le problème actuel, en plus, c'est qu'ils gardent tout leur système pour eux, pour la guerre. Donc, tant que la guerre dure, et pour l'instant, il n'y a pas de... Si on est un client qu'on veut acheter du matériel d'armement, en fait, on n'achète pas à la Russie parce que leur matériel a démontré qu'il était beaucoup moins bien que ce qu'on pensait. Et deux, tant que la guerre dure, on ne sait pas quand on va être livré. Et les Indiens, là, ils avaient acheté du S-400, c'est une commande qui date de 2018. Les livraisons étaient reportées, et là, il y a 10 jours ou une semaine, les Russes leur ont dit qu'ils allaient être livrés à l'été 2026. Oui. Donc, voilà, ils se servent un petit peu de leurs missiles, mais c'est pareil, des pays comme l'Arabie Saoudite qui étaient en négociation à annuler également les S-400, puis les Turcs qui en avaient acheté, ils ne sont pas contents, ils le font savoir quand même, de l'inefficacité de leur système. Ouais, structurellement. Voilà, structurellement. Puis je pense que le complexe militaro-industriel qui est derrière, avec les sanctions en plus, en fait, ils avaient des sous-systèmes occidentaux qu'ils avaient mis dans leur équipement, dans les avions, mais un peu partout. Avec les sanctions. On va être très concret. C'était de l'avionique Thales, des pods de désignation laser français qui étaient intégrés sous les Sukhoi 35, sous les Sukhoi 34, et ça, on ne peut plus leur fournir. Voilà, exactement. Et donc, du coup, déjà, en fait, les Sukhoi 34 et les Sukhoi 35 étaient en dessous sur tout un tas de caractéristiques par rapport aux avions occidentaux. Mais là, maintenant, si on enlève nos systèmes à nous, là, c'est tellement inférieur que je pense que les gens n'en voudront plus. Et puis, la défense antiaérienne... il faut qu'ils revoient leur copie complètement, si tant est que c'est possible. Moi, j'avais, jusqu'ici, sur Air Cosmos, on le disait, c'était la meilleure défense aérienne du monde. Ils avaient une très bonne réputation. Je ne sais pas ce que c'était en part de marché. Mais c'était 50% de part de marché. Ils avaient la moitié de la part de marché mondiale. Donc, les États-Unis et la France ont été derrière la Russie. Ouais. Aujourd'hui, non, mais je pense qu'ils vont disparaître du marché en défense antiaérienne, ou quasiment disparaître. Ouais. Et les perspectives, parce que du coup, les marchés des avions de chasse, le Sukhoi 35, ils avaient vendu à l'Indonésie, à l'Égypte, les contrats ont été annulés. Les Kamov, les hélicoptères, la Chine a arrêté de négocier et les contrats déjà signés avec l'Indonésie et les Philippines ont été annulés, faute des mauvais retours qu'ils avaient. Est-ce qu'ils peuvent se relever ? Déjà, il faut que la guerre s'arrête. Oui. Pour que les exports puissent reprendre, il faut que la guerre s'arrête. Ils pourraient continuer à prendre des commandes. Il n'y a même plus de commandes. Parce que les clients ne vont pas acheter des matériels avec une date de livraison complètement hypothétique. Il faut une date de livraison ferme, et encore, on sait en général qu'il y a des retards. Mais je veux dire, tant qu'il n'y a pas au moins un cessez-le-feu, je ne pense pas qu'ils peuvent avoir des commandes sérieuses qui reviennent, puisque tout le monde sait qu'ils vont donner la priorité pour leurs propres forces armées. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on pourrait se poser la question de s'il y a un cessez-le-feu, le lendemain, est-ce que les gens vont aller sauter à Moscou pour acheter des équipements ? Moi, ça m'étonnerait un peu, parce qu'il faudrait plein de choses. Il faudrait que politiquement, les choses se soient améliorées, parce que là, en fait, aujourd'hui, quand on achète du matériel russe,
sur le plan des sanctions occidentales, c'est problématique. On choisit un bloc. Voilà. Les sanctions, ça ne permet pas de faire gagner les guerres. Mais par contre, c'est quand même gênant pour les pays qui soit sont sous sanctions, soit qui ont des entreprises sous sanctions. On le voit même avec les Indiens qui sont en train de s'arrêter d'acheter du pétrole russe. C'est quand même gênant d'avoir des sanctions. Et quand on est un pays normal, si on peut choisir, on préfère ne pas être sous sanctions. Et je dirais que sur le plan de la technologie, là, il faut qu'ils revoient leur copie de fond en comble. Est-ce que c'est possible? Alors, si la Russie s'effondre tellement, qui remplace la Russie? Alors, ceux qui risquent de remplacer la Russie, c'est la Chine. Donc, si on reprend les agrégats de dépenses d'équipements militaires, donc les 600, grosso modo 600 milliards, qui sont en augmentation parce que les budgets militaires sont en forte augmentation ces dernières années. Les Américains, c'est à peu près la moitié. Donc, CIPRI, là, qui est la base de données suédoise, il donne les chiffres d'affaires dans la défense des 100 plus gros industriels mondiaux. Dans ces 100 entreprises, il y en a 43 qui sont américaines, qui font un chiffre d'affaires en défense d'environ 300 milliards. Okay. Donc voilà, ils font la moitié du marché. Les Européens ont fait à peu près 120 milliards sur 25 entreprises, mais dans les 25, vous avez BAE Systems, qui est la société de gros contracteurs de défense britannique, qui a en fait à peu près 40% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc il y a une dizaine de milliards en fait qui est faite aux États-Unis. Leonardo aussi, les Italiens, ils font du chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc c'est, disons, entre 100 et 110 Européens en Europe. Et les Chinois, ils ont 6 sociétés d'État qui font 107 milliards estimés 107 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même assez gros. Et on voit qu'ils grappillent petit à petit les marchés historiquement soviétiques et russes? Non. Ça, c'est pas encore. Mais ce que je dirais, c'est qu'ils ont la capacité de le faire et surtout à l'avenir, ils auront la capacité de le faire. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils étaient relativement stables, à peu près à 5%. Et là, je dirais que la grosse surprise pour moi, c'est que depuis 2 ans, il n'y a quasiment plus de commandes. C'est lié au mauvais... Parce qu'on a quand même des retours d'expérience, des ventes qui ont été faites entre 2015 et 2020 qui n'étaient pas favorables sur les matériels chinois. Des pays comme la Jordanie, l'Arabie Saoudite, les Émirats qui ont même donné leurs drones au Maroc parce qu'ils n'en étaient pas contents. C'est peut-être ça? Alors, c'est peut-être ça. Moi, je dirais qu'il y a 2 explications possibles. Première explication, la qualité du matériel qui peut être moins bonne que ce que les clients auraient pu penser. Et c'est vrai que la différence entre le matériel chinois et le matériel occidental, c'est que le matériel chinois n'a pas été testé dans des vraies guerres, alors que le matériel occidental, depuis plusieurs décennies, il y a eu les guerres en Irak, il y a eu toutes les guerres au Moyen-Orient, les interventions en Afrique. On a testé notre matériel un peu partout, les pays européens qui interviennent régulièrement, notamment la France et la Grande-Bretagne et les États-Unis. En Libye, en Irak, en Afghanistan. Voilà, partout. Et on a pu aussi améliorer à force d'intervention de notre matériel. Les Chinois, ça n'a pas été testé. Et puis, je me demande s'il n'y a pas aussi un problème politique. Parce que vu que les Chinois se sont quasiment alignés, pas tout à fait, ils ont tout fait pour rester en dehors des sanctions. Américaines notamment. Donc c'est pas un soutien aussi fort que nous on soutient l'Ukraine, mais quand même ils donnent l'impression d'être alignés avec les Russes et quand même Xi Jinping dit à Poutine qu'ils sont des alliés. Je me demande si ça c'est pas un peu un répulsif pour les acheteurs. Et donc tous les pays qui sont un peu opposés à l'impérialisme, qu'ils soient russes ou chinois, je pense aux Philippines, au Vietnam, ça c'est des pays qui vont se fermer au bloc russo-chinois. Probablement, oui. Le Vietnam, c'est un bon exemple parce que dans les clients russes historiques, il y avait la Chine qui faisait à peu près un quart des commandes. Notamment, il y avait beaucoup d'exports de moteurs d'avion. Il y avait l'Inde qui faisait 25 à 30%. Donc l'Inde, là, c'est la France qui est en train de vraiment prendre le marché sur la partie aérienne. Mais il y a beaucoup qui va suivre avec la partie aérienne. Il y avait le Vietnam et l'Algérie. Et en fait, dans ces 4, qui faisaient à peu près 75% des clients en chiffre d'affaires de la Russie, le Vietnam, en fait, ils veulent s'armer pour faire face à la Chine. Donc ils veulent pas du matériel russe. Ils ne vont pas vouloir du matériel russe. Les Chinois, eux, on va inverser voilà. C'est les Chinois qui vont un jour exporter aux Russes et pas l'inverse. Et puis les Indiens, je pense que le marché est en train de se fermer, puisque pareil, les Indiens s'arment pour faire face à la menace chinoise. Donc ils ne voudront pas de matériel russe. Tu as évoqué la France, du coup, qui est le grand champion, on va dire. La France remplace effectivement la Russie en Inde, même l'Indonésie, l'Égypte, des pays qui avaient acheté le Sukhoi 35 également. Donc les grandes tendances pour la France, c'est vraiment le Rafale qui marche très bien et tout suit derrière, ou on est vraiment bon dans plein de domaines? Alors, le tendance pour la France, c'est d'abord et avant tout le Rafale qui marche très bien et qu'on a réussi à vendre partout, sauf en Europe. Tu as juste un ordre de grandeur, les chiffres pour la France? C'est-à-dire les chiffres de vente de chiffre d'affaires réalisés à l'export? Oui, c'est de l'ordre d'une dizaine de milliards. C'est 10% du marché.
la moyenne sur les quelques dernières années. Okay. Et je pense que c'est un niveau un peu élevé. En prise de commande, on est peut-être un peu en dessous, parce qu'on a eu beaucoup de livraisons de Rafale, notamment, alors je ne les ai pas toutes suivies, mais on a vendu à l'Égypte, on a vendu au Qatar, on a vendu à l'Inde, on a vendu à l'Indonésie. Là, Dassault produit une petite quinzaine de Rafale par an et à 220 commandes. Donc on est parti sur un rythme de 15 à 20 pour les 10 prochaines années. On va voir s'ils arrivent encore à avoir des commandes en plus. Mais donc ça c'est vraiment... ça doit passer à 3 par mois. Ouais. C'est l'objectif de production. C'est l'objectif, ouais. Mais il y a d'autres commandes qui vont arriver d'ici là. Même la France va aussi en commander d'autres. Donc le Rafale, c'est vraiment ce qui tire. On est aussi pas mauvais dans la partie maritime. Nos frégates se vendent bien. Il y a les FDI. Là, on vient d'avoir un contrat sous-marin avec la Hollande. En fait, on prend un peu... on a une offre qui est un peu plus adaptée. On fait des bateaux un peu plus petits, mais avec de la très bonne technologie. En comparaison avec les Américains, avec les Américains, on sait s'adapter aux des petits pays. Okay. On sait s'adapter à des pays un peu plus petits. Et ensuite, alors pour les matériels terrestres, là, on est clairement en arrière en général, je dirais. Bon, il y a le César, qui est quand même un grand succès, mais on se fait un peu damer le pion, par exemple, par les Coréens du Sud. Donc les Coréens du Sud vont vendre des canons automoteurs à la Pologne. Et ce qu'ils ont pu offrir, que nous, on n'a pas pu offrir aux Polonais, c'est une cadence de production qu'on ne peut pas suivre, parce qu'en fait, on a une base industrielle, une capacité de production qui est très inférieure à ce qu'elle a été dans le passé. On est un peu des artisans de luxe, quoi. En fait, il y a deux trucs qui marchent en France, c'est le luxe, LVMH, L'Oréal et Hermès, et puis les armements. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est que c'est des petites séries de matériel de très bonne qualité. Mais donc, quand quelqu'un comme la Pologne arrive et dit je veux des centaines de chars et je veux des centaines de canons automoteurs, on n'est pas capable de fournir. Puis d'autant plus qu'en fait on donne nos Césars aux Ukrainiens, donc on ne peut pas fournir les deux à la fois. Mais même s'il n'y avait pas l'Ukraine, on ne pourrait pas fournir à la cadence des Coréens. On n'a pas les installations industrielles et la chaîne industrielle pour faire ça, quoi. Donc on perd des parts de marché par notre incapacité à répondre à la montée des besoins. Donc ça, c'est sûr. On permet à d'autres pays comme la Corée du Sud de monter. D'avaler la part de marché qui est là juste et qu'il faut fournir tout de suite. C'est moins vrai dans l'aérien. C'est-à-dire qu'effectivement, le Rafale, on pourrait produire, Dassault pourrait produire 3 Rafales par mois, ça ne poserait pas de problème. Je pense même qu'avec un peu de temps, il pourrait monter à 4 ou 5. S'il y avait une autre ligne d'assemblage, oui. Voilà, s'il y a une autre ligne, et puis il faut les commandes pour aller avec. Mais dans le terrestre, je pense qu'on n'a juste pas les lignes pour produire à des cadences. Mais on va peut-être les avoir à l'avenir, mais aujourd'hui, on ne les a pas. Ouais. Eh bien, le constat est quand même positif pour la France. On verra si les autres commencent à monter. Mais tous les petits pays comme la Turquie, etc., c'est insignifiant. Israël, tous ces pays-là, ils n'ont pas grande puissance. Ils sont petits dans la masse, mais ils sont clairement en augmentation. Les Turcs, notamment leurs drones, là, c'est clair que même dans la base de données Cypris, ça commence à se voir. Ça se voit en commande. Ça ne se voit pas encore en livraison, mais ça se voit en commande. Et en commande, on parle de plusieurs centaines de TIV, ce qui n'est pas du tout négligeable. Les deux grands gagnants en termes d'augmentation du carnet de commandes de ces 2 dernières années, hors États-Unis, qui est vraiment l'écrasant, et ils ont quasiment doublé leurs commandes depuis le début de l'Ukraine. C'est la Corée du Sud pour la Pologne, pour fournir la Pologne, et la Turquie, qui s'en tire avec le Bayraktar. Mais pas que le Bayraktar, ils ont aussi des systèmes terrestres, il y a tout un écosystème. Eh bien écoute, merci beaucoup pour cet échange. Merci Xavier. Toujours aussi intéressant. On se retrouve très bientôt, vu que maintenant on va suivre ça régulièrement ensemble. À bientôt Xavier. On espère que ça vous a plu, on vous dit à très bientôt au studio Aerocosmos.